réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Mais on va commencer l'émission avec une des grosses nouvelles de la journée et ça concerne le réseau express métropolitain, le REM. On a appris aujourd'hui que la facture totale augmente de plus du quart et devrait donc s'élever à près de 8 milliards de dollars plutôt que 6,3 milliards. Ça, c'était le montant qui avait été prévu en 2018. Alors, le REM coûte très cher. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là aujourd'hui? J'en discute avec Philippe Battani, qui est premier vice-président Affaires publiques, communication et stratégie pour CDPQ Infra, qui est le maître d'œuvre du REM. Monsieur Battani, bonjour. Bonjour, Monsieur Quentin. Pourquoi ça coûte si cher? Bien, écoutez, je dois dire que les coûts du REM ont augmenté durant la dernière année pour arriver à un coût net de 8,4 milliards de dollars, en partie à cause du prolongement des travaux, mais aussi à cause du tunnel. Vous savez que le tunnel du Mont-Royal, qui est au cœur du réseau, nous a donné un peu de fil, beaucoup de fil à retordre, en fait des défis à cause de l'état très affecté de la structure et à cause de la dynamite centenaire qu'on avait trouvée. Mais au final, le REM, c'est un projet qui se réalise à 125 millions de dollars par kilomètre. C'est un des coûts les plus faibles et de loin en Amérique du Nord pour ce type de projet-là. Donc, malgré l'augmentation des coûts, on a réussi à contenir ces coûts-là par une gestion rigoureuse, puis on a quand même un coût extrêmement compétitif aujourd'hui. Quand vous dites que par kilomètre, là, c'est un bon deal par rapport à d'autres systèmes de transport, à quoi vous comparez ça? À quel autre système? Bien, écoutez, on peut regarder, je ne nommerai pas de système en particulier, mais on peut regarder des projets ailleurs aux États-Unis, au Canada, au Québec, dans leur ensemble, les projets sur rail, les projets structurants, ce qu'on appelle des projets qui vont pouvoir structurer la mobilité à l'intérieur d'une ville ou d'une région. Ça se développe à des coûts bien au-dessus de 125 millions. Je vais donner des chiffres comme ça, là, mais c'est du 4, 5, 600 millions de dollars du kilomètre, tandis que le REM, on a réussi à contenir ces coûts-là à l'intérieur de 125 millions de dollars du kilomètre pour un réseau de 67 kilomètres. C'est un des réseaux qui est les plus grands, les plus étendus au monde. Bon. À partir de maintenant, est-ce que ce montant-là, il est bétonné ou on va encore avoir de mauvaises surprises à la hausse? Bien, écoutez, la vérificatrice générale ce matin, sa recommandation, c'était qu'on fasse une mise à jour des coûts du projet finaux à la fin de la construction du projet, lorsque toutes les antennes seront mises en service. C'était quelque chose qu'on comptait faire déjà depuis longtemps et on adhère à cette recommandation-là. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le coût net final du projet, il est à 8,4 milliards, mais à la fin, lorsque l'ensemble du projet va être terminé, on fera une autre mise à jour pour que les usagers, les citoyens puissent avoir une vision complète du coût et de l'investissement qui a été nécessaire pour faire la REM. Bon, l'objectif de CDPQ Infra, M. Battani, c'est quand même de faire de l'argent avec ça. Écoutez, le premier objectif de CDPQ Infra, c'est de faire le meilleur projet de transport ou de mobilité pour les usagers. Après ça, c'est bien entendu un investissement de la part de la Caisse de dépôt et de placement. Donc, une fois qu'on a défini le meilleur projet, et on croit sincèrement que c'est un excellent projet pour favoriser la mobilité durable et le service et les déplacements simplifiés pour les usagers, la Caisse investit. Elle investit aujourd'hui 5 milliards de dollars dans ce projet. Bien entendu, la Caisse investit les épargnes des déposants qui gèrent les fonds de retraite et les programmes d'assurance publique des Québécois. Il faut qu'il y ait un rendement pour pouvoir assurer le futur. Mais ça part toujours de l'idée qu'on doit faire le meilleur projet de transport pour les usagers d'une région. OK, mais aujourd'hui, là, quand vous regardez ça avec le plan que vous avez sur la table, est-ce que vous pensez que vous allez faire un rendement suffisant? La vérificatrice générale l'a mentionné. On est aligné avec ces constats-là. L'évolution des projections, les prévisions dans le futur de l'augmentation de l'achalandage devraient nous amener ou vont nous amener à atteindre nos cibles de rendement, à la fois pour la Caisse, pour CDPQ Infra, et pour le gouvernement aussi, qui lui aussi a des attentes de rendement dans ce projet-là, parce que ça fait partie du modèle. Le gouvernement a investi 1,3 milliard de dollars dans le projet et pourra obtenir un rendement sur son investissement à long terme. Donc, c'est un modèle qui permet au gouvernement
non seulement d'investir, mais d'aller retirer des dividendes de ce projet-là. Dans le modèle, M. Battani, il y a aussi un volet très important de développement immobilier là, près des stations. Puis on a vu, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui veut des constructions d'immeubles près des stations du REM. Comment ça se déroule de ce côté-là? Je dois dire que ça se déroule très bien. Un réseau structurant, un réseau de transport structurant, un des avantages que ça a, c'est que on peut développer on peut développer le tissu urbain ou le tissu immobilier autour du réseau de façon à faire en sorte que les gens puissent utiliser plus facilement le transport collectif et ça réduit le nombre de voitures, ça réduit la congestion parce que les gens vont être proches d'un réseau de transport. En ce sens, quand on regarde des stations qui sont déjà en opération, comme par exemple la station du Quartier, du côté de Brossard au Panama, du Quartier, on voit déjà qu'il y a environ 5 à 7, je pense que c'est 7000 unités de logement, pour être exact, qui sont développées ou en planification de développement. À Panama, c'est encore plus, c'est plus de 10 000 unités de logement qui sont en développement. Donc, on a là un modèle, je vous dirais, assez exemplaire de développement urbain qui est sain, qui est durable, pour pouvoir placer un réseau de transport qui est structurant et développer de l'immobilier, accroître l'offre de logement autour des stations. Est-ce que ça va se faire avec les nouvelles antennes qui seront mises en service théoriquement l'automne prochain? Chaque station de REM a un écosystème qui est propre, donc a son environnement autour. Il y a des stations où il y a déjà du bâti autour, il y a des stations où il y a un grand potentiel de développement. On pourra voir avec l'avenir, là, on voit déjà certaines stations où il y a des planifications qui se font d'un nombre important de logements, puis ça va vraiment changer la donne en termes à la fois de développement urbain et de déplacement à Montréal. OK. À plus court terme, il y a des travaux importants à faire sur l'antenne du REM qui fonctionne, là, celle entre la gare centrale de Montréal et la rive sud. Et là, on apprend qu'il va y avoir des fermetures, M. Battani. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? Ils ferment le REM pour des travaux durant ce week-end, le week-end donc à compter de vendredi là, jusqu'à lundi matin. Et pourtant, gros événement à Montréal durant le week-end, c'est la parade du Père Noël. Il y a beaucoup de gens qui vont venir de la Rive-Sud, qui pourraient prendre le REM. Il y a tout le temps un gros achalandage au centre-ville et c'est le week-end que le REM choisit pour ne pas être en opération. Écoutez, pour les personnes qui vont vouloir se déplacer, les familles qui vont vouloir se déplacer vers le centre-ville pour la parade du Père Noël, on s'assure présentement qu'il va y avoir des navettes qui vont pouvoir les transporter de Brossard, de la Rive-Sud au centre-ville. On sait que c'est un événement qui est prisé. On va s'assurer que ce soit facile pour les familles de se déplacer. Elles vont quand même pouvoir utiliser le REM de Brossard, de la station Brossard jusqu'à la station Panama et ensuite prendre les navettes. Cela dit, il fallait faire une intervention, il faut faire une intervention ciblée à un endroit particulier de l'infrastructure parce que il y a un travail localisé qui doit être fait avant les périodes de gel. Ce n'est pas une question d'importance ou d'urgence, mais plutôt le fait qu'on est dans une période de l'automne où il y a du gel, du dégel, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, on veut intervenir rapidement parce que, vous savez, les périodes de gel et dégel, ça a des impacts. On veut prendre soin de ça. Mais est-ce que vous y aviez pensé, M. Battani, que c'était la parade du Père Noël en fin de semaine? Oui, nos équipes, lorsqu'il vient le temps de faire une intervention, on travaille en équipe, les experts sont autour de la table, on évalue les choses, mais le moment, encore une fois, le moment de l'automne durant lequel on doit intervenir en fin de semaine, nous oblige à agir vite. Donc, effectivement, on sait les impacts que ça peut avoir, on en est conscient, mais on va toujours mettre la fiabilité de l'infrastructure en premier parce que ce qu'on veut, c'est avoir un service qui est fiable, qui est sécuritaire pour tout le monde toute la semaine. Est-ce qu'il va y avoir assez de bus, assez de navettes? On s'est assuré d'avoir tous les bus, toutes les navettes qui sont nécessaires. On travaille avec nos partenaires, on apprécie beaucoup la collaboration et on travaille avec nos partenaires pour pouvoir s'assurer qu'il va y avoir assez de véhicules. Oui, effectivement. Merci beaucoup, M. Battani. C'est moi qui vous remercie, M. Quentin. Bonne journée. Philippe Battani est premier vice-président Affaires publiques, communication et stratégie pour CDPQ Infra. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Et au cours des dernières heures, on ne parlait que de ça. Et voilà, c'est fait.
Le match passe à l'histoire. Un 4e consécutif devant les Rangers. Et voici d'abord un petit mot de Gilles. Tout d'abord, comme à toute Coupe Stanley, c'est une réaction assez exceptionnelle. Il faut vraiment y vivre et vraiment avoir été sur la patinoire, René, pour ressentir l'émotion. C'est un moment absolument légendaire dans l'histoire du Canadien. On a entendu les voix de René Lecavalier et de son fidèle analyste Gilles Tremblay qui ont décrit les matchs du Canadien à la soirée du hockey avec tant d'élégance et de conviction pendant plusieurs années. Et ça nous fait revivre ce moment, cette Coupe Stanley, la 4e consécutive en 1979. Coupe Stanley qui met fin à quelque part à la plus grande dynastie de l'histoire de la Ligue nationale de hockey entre 1968 et 1979, 12 saisons. Le Canadien a remporté 8 fois la Coupe Stanley. Pour en discuter, je reçois avec plaisir celui qui signe la préface d'un nouveau livre consacré à cette période, Serge Savard. Rebonjour Serge. Bonjour Philippe. Serge, t'écoutais, je te regardais pendant qu'on entendait l'extrait puis qu'on entendait la voix de René Lecavalier et de Gilles Tremblay. Tout de suite, tu as eu un grand sourire au visage. Ben, tu reconnais la voix. C'était un gars qui était au temple de la renommée, René Lecavalier, puis j'ai vécu mes premiers pas avec le club de hockey canadien, puis cette fameuse, la dernière victoire là, des années 70 en 79, puis c'est la dernière, mais ça a mis fin, tu sais, Dryden a quitté après ça, Jacques Lemaire a quitté, l'équipe vieillissait un petit peu, mais on avait encore une très bonne équipe, là. Tu sais, je pense que parfois Dryden n'avait pas quitté, puis Lemaire n'avait pas quitté. Peut-être qu'on aurait eu une 5e. On aurait peut-être pu égaler le record des années 50. Et pour toi, c'est une période qui est tellement importante. On a eu l'occasion d'en discuter très, très souvent là, pendant que je rédigeais ta biographie. De toutes ces coupes-là, entre 1968 et 1979, tu m'as toujours dit que la plus importante, c'était celle contre les Flyers de Philadelphie en 1976. Ouais, parce que moi, écoute, tu sais, les gars de mon âge, lorsqu'on a commencé dans le hockey mineur en région, puis le hockey était moins organisé qu'aujourd'hui, on se divisait entre nous autres dans un petit village de campagne jusqu'à temps que j'arrive dans le hockey organisé au collège. Il n'y avait pas de violence, puis on se frappait pas, puis il y avait du respect, puis à un moment donné, tu arrives dans la Ligue nationale, puis là, on a passé une mauvaise période dans les années 70. Et c'est réellement dû à l'expansion de la Ligue nationale en 1967, où on est passé de 6 à 12 équipes. Après ça, à 14, à 16, à 18. Puis il n'y avait pas assez de bons joueurs pour ça. On était un peu trop vite. Il n'y avait aucun Européen, aucun Russe. Puis le hockey, là, les Américains commençaient à produire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, ça a été plus facile de mettre des joueurs on a mis 4 durs à cuire par équipe au lieu d'un. Tu sais, on avait John Ferguson à l'époque qui était un dur à cuire, mais qui jouait régulièrement, Ted Green à Boston. Mais les Flyers sont arrivés, puis ils ont réussi, ils ont gagné 2 coupes avec ça. Ils sont arrivés avec 4 durs à cuire sur leur équipe. Alors, Dave Schultz, Don Saleski. Qu'est-ce que tu fais si tu as à jouer contre eux? Tu n'as pas le choix. Tu sais, tu ne te défends pas avec des slingshots. Tu n'as pas le choix. Tu arrives avec toi aussi, ça te prend 4 durs à cuire. J'ai pas fait ça de gaieté de cœur, mais on est obligé de faire ça. Là. C'est un peu comme une guerre. Là. C'était une guerre. Alors, il est arrivé une période de violence. Puis pour répondre à ta question, ben moi, je pense qu'en 76, c'est pour ça que c'est celle qui me donne le plus de satisfaction, parce que ça mettait un frein. C'est pas arrêté tout de suite, là. Mais ça l'a battu, la violence. Ça l'a démontré que c'est peut-être pas le seul moyen pour gagner, là, parce que c'était rendu comme ça dans le hockey mineur. Alors, on les a battus en 4 matchs d'affilée en 76, puis ils nous ont pas battus pendant 4 ans. Alors, c'était un petit peu le début, là, puis à un moment donné, on a rempli les coffres, là, puis on rentre beaucoup de talent. Puis aujourd'hui, les batailles, on l'accepte encore, malheureusement. Là, la Ligue, là, il y a encore ça dans leur règlement. Puis on voit ça quand ça va mal. Il y en a toujours un qui part une bataille. On l'a vu encore en fin de semaine passée. Puis moi, je pense que c'est tout à fait inutile, puis on devrait se concentrer sur le talent. Serge, le livre « La plus grande dynastie », c'est publié chez Ovation Média. Il y a plusieurs journalistes, commentateurs qui ont contribué à ça. Je pense à Marc Defoy, Bertrand Raymond, Pierre Ladouceur, Pierre Houd, notre ami Ron Fournier également. Il y a beaucoup, beaucoup de souvenirs. Et puis, on parle notamment de 2 grands entraîneurs pour lesquels tu as joué, Toe Blake
et Scotty Bowman. Parle-moi un petit peu des deux. Ouais, écoute, c'est pour ça, le livre, j'ai été sur 12 ans. Là, j'ai parti en 1968. Ça coïncide. Ben, je ne veux pas dire mon arrivée, mais c'est l'expansion. L'expansion, c'est le changement de garde, où on est arrivé 4-5 gars là, qui arrivaient des rangs juniors, où on a passé 1 an à Houston avant d'arriver à Montréal. Jacques Lemaire fait partie de ceux-là. Jacques Lemaire, Carole Van Nera, Gatien Vachon, Mickey Redmond. On est tous arrivés en même temps, puis j'appelle ça un changement de garde. Puis j'ai voulu aller sur 12 ans. Il y a quand même 8 Coupes Stanley, 8 parades. Là. Puis ça comprend aussi le grand Jean Béliveau qui a gagné 3 coupes là, sur ces 8-là, 68, 69 puis 71. Puis ça inclut aussi Toe Blake qui a gagné la première Coupe Stanley après l'expansion où il a pris sa retraite 15 minutes après. Là, il a annoncé sa retraite 15 minutes après. Alors j'ai voulu couvrir cette période-là. Puis ça couvre aussi, tu sais, il y a 3 joueurs de concession. On n'a pas souvent ça, des joueurs de concession. Jean Béliveau, Guy Lafleur et Ken Dryden, qu'on doit calculer comme un gars de concession, le 6 Coupe Stanley en 8 ans. Il a été un gars un peu exceptionnel. Là. J'ai essayé de couvrir ça, puis Toe Blake, si je regarde les instructeurs pour répondre à ta question, moi, je l'ai eu 1 an, mais je l'ai eu, tu sais, peut-être 3 camps d'entraînement avant d'arriver, puis j'ai vécu, j'ai passé ma vie dans l'édifice de l'ancien forum, j'ai connu Toe Blake, et l'après Toe Blake qui venait à chaque match dans ma loge quand j'étais gérant général. Alors, je l'ai bien connu, puis moi, ça a été mon premier coach, puis on a gagné la première année, puis c'était à la fin de sa carrière, puis il y a Scotty Bowman qui a été élevé dans l'organisation du Canadien, là. Puis que son idole, lui, il voulait être un Toe Blake, là. Tu sais, puis il a fait comme lui, puis écoute, là, quand il a pris sa retraite, il a fait exactement comme Toe Blake. Il est arrivé après le match. Il n'a même pas averti les propriétaires. Toe Blake n'avait pas averti les propriétaires. Il n'a pas averti le gérant général. Tout de suite après la Coupe Stanley, en entrevue à la télévision, 15 minutes après, il annonce sa retraite. Bowman a fait la même chose. C'est drôle, hein? Mais c'est pas un hasard, selon toi. Là. Selon moi, Bowman avait ça dans la tête. C'était son idole. Puis aujourd'hui, moi, il a été critiqué beaucoup, le Bowman, par certains joueurs. Là, puis je leur disais, écoute, là, tu l'as critiqué toute l'année jusqu'à temps que tu portes une bague de la Coupe Stanley au doigt. Là. Mais moi, je pense que Toe Blake était un grand instructeur. J'ai plus connu Scotty Bowman, qui a été mon instructeur 2 ans dans les rangs juniors. Et toutes ces années-là, avec le club de hockey canadien, moi, je le calcule comme le meilleur de tous les temps. Tu parles des joueurs de concession au fil du temps avec le Canadien, Jean Béliveau, Guy Lafleur, Ken Dryden. Serge, je sais que c'est difficile pour toi d'en parler, mais tu fais partie de ces gens qui ont bâti cette époque du Canadien et étaient non seulement comme joueur, mais comme directeur général après c'est aussi. C'est ça qui a fait qu'on était une si grande équipe. Puis malheureusement, je pense que ça peut plus, avec le cap salarial, je pense pas qu'on va revoir des équipes comme celle-là, là, parce qu'on peut pas garder 3-4 vedettes. Là. Mais nous autres, il y a quelqu'un qui nous a appelé le Big Three. Il y avait 3 défenseurs. Les 3 sont au temple de la renommée. C'est sûr qu'on avait un gars qui était 5e défenseur, puis il a gagné 2 trophées Norris, Rod Langway. C'est vrai. Il était le 5e défenseur à ce moment-là. Alors tu sais, on avait une équipe extraordinaire. Puis, moi, je mentionne souvent aussi, l'équipe, c'est important. C'est important, l'équipe. Puis il y a des équipes dans la Ligue nationale là, qui ont oublié ça, puis qui ont donné l'accès, là, qui ont donné priorité à 2-3 joueurs qui marquaient 50% des buts. Je parle des équipes comme Toronto, puis des équipes comme Edmonton. Edmonton, 4-5 ans, étaient favoris pour gagner la Coupe Stanley, puis ils n'ont pas fait les séries éliminatoires. Mais nous autres, je vais juste te mentionner une affaire. Jean Béliveau, juste avant de mourir, quelques mois avant de mourir, en entrevue, je l'ai entendu en entrevue, puis le gars lui demandait, Jean, comment tu aimerais ça, toi, que le monde se souvienne de toi? Puis sa réponse avait été, moi, j'aimerais ça qu'on se souvienne de moi comme un joueur d'équipe. Tu sais, ça en dit long, là. C'était comme ça, le club de hockey canadien. Puis les gars, on était remis à l'ordre quand ça marchait pas. Puis c'est pour ça que que Bowman est un aussi grand instructeur. Quand tu perds 8 matchs, puis 10 matchs, puis 12 matchs, t'es porté peut-être à t'asseoir puis à relaxer un petit peu. Ben lui, il avait le don de piquer les joueurs puis de les garder, là, honnête. Là. Personne ne pouvait s'endormir trop longtemps. Personne ne pouvait s'endormir
Scotty Bowman. Serge, c'est un très beau livre. Ça s'appelle « La plus grande dynastie de 1968 à 1979 ». Tu signes la préface. Tu as pensé à ce livre-là aussi. C'est publié chez Ovation Média. Je pense que tu es à l'émission de Mario Langlois ce soir également. Oui. Alors, je suis certain que Mario va te parler aussi du Canadien de maintenant. Je vais lui laisser ce volet-là. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours le fun de te revoir et de te parler. Merci, Philippe. Salut, c'était Serge Chavard. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Nous sommes dans la deuxième partie du mois de novembre et c'est le temps que craignent plusieurs parents, c'est-à-dire les rencontres avec les enseignants pour faire le bilan sur la progression de leurs enfants à l'école. C'est un moment stressant pour les parents, bien sûr, très souvent, mais un moment stressant pour les profs aussi. J'en parle avec Sylvain Duclos. Sylvain Duclos, vous l'entendez souvent à notre antenne, il est enseignant de mathématiques dans une école secondaire. Sylvain, bonjour. Bonjour, Philippe. Sylvain, c'est stressant aussi pour les profs, cette période-là. Ah oui, c'est très insécurisant pour tout le monde. Les parents ont un peu peur de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement en classe. Ils n'ont pas eu nécessairement beaucoup d'informations ou de communication. Puis les enseignants aussi, on est toujours dans l'attente de savoir comment vont réagir les parents. Puis la relation parent-enseignant, elle est tellement importante puis tellement déterminante pour le suivi de l'enfant que c'est une bonne source de stress à ce moment-ci de l'année. Est-ce que les parents participent beaucoup à ces rencontres-là ou dans des écoles, on souhaiterait qu'il y ait plus de visites de parents? Bien, je vous dirais que malheureusement, on voit bien souvent les parents qu'on a le moins besoin de voir. C'est-à-dire que les parents qui sont présents, qui se présentent, sont bien souvent les parents de nos jeunes qui sont mobilisés, qui ont de bonnes techniques de travail, qui font leurs devoirs, etc. Les parents de nos jeunes qui ont plutôt des difficultés comportementales ou des difficultés scolaires, bien, il y en a certains qui sont présents et qui font tout leur possible pour appuyer leur enfant, mais il y en a certains qu'on aimerait voir puis que malheureusement, on n'a pas l'occasion de voir. Bon, c'est pas un hasard, là, hein? Non, il y a quand même une corrélation entre les deux. Là, ça a été remarqué. Donc, effectivement, les parents qui se sont désengagés, désintéressés de ce que leur enfant fait à l'école, bien, ça envoie un signal que ce qui se fait à l'école n'est pas important. Ça peut être aussi un peu de découragement aussi des parents qui se font dire que ça va pas bien depuis des années. À un moment donné, ils se protègent puis ils se présentent plus à l'école non plus. Comme au secondaire, des fois, ça fait un certain temps que ça va pas bien à l'école non plus. Sylvain, on va parler du type de parents dans un moment, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle des enseignants. Là, s'il y a de jeunes enseignants qui nous écoutent et puis qui ont peut-être participé une seule fois à des rencontres des parents et qui éprouvent un peu de nervosité à la veille de ce grand rendez-vous, quels conseils vous leur donneriez? Bien, je vous dirais, le premier conseil, bien entendu, c'est d'être préparé, d'avoir ses résultats sortis. Puis déjà, même d'avoir préparé une chose qu'on ne veut pas oublier de dire sur chacun des jeunes ou à chacun des parents, ça nous fait une belle amorce pour partir la conversation. La deuxième des choses, c'est de toujours avoir quelque chose de positif à avoir à dire pour chaque jeune. Souvent, on parle de la technique sandwich, là, quelque chose de positif, quelque chose de moins intéressant, puis quelque chose de positif pour terminer. Ben, c'est toujours bien, lorsqu'on a un premier contact avec quelqu'un, de ne pas partir avec quelque chose qui est négatif. Fait que ça aide beaucoup. Fait que déjà, ça, c'est des bonnes bases pour partir des bonnes rencontres de parents. Je voyais une vidéo que vous avez publiée sur Facebook. Là. Vous parlez également de la tenue vestimentaire des profs. Oui, la tenue vestimentaire, moi, je trouve que c'est important de se présenter en tant que professionnel. Bien souvent, dans les écoles primaires, secondaires, on est très familier, plus décontracté. Lorsqu'on se présente avec les parents, bien, les parents s'attendent à rencontrer des professionnels. Donc, on fait un petit plus pour nos parents là, pour être sous notre meilleur jour. Sylvain, j'aimerais aussi qu'on parle du type de parents. Il y a différents types de parents qui se présentent à la rencontre. Si on commençait par le parent qui, lui, vient un peu pour la forme. Oui, bien, on a des parents qui viennent juste pour être certains que tout est beau. Ce parent-là, il vient pour être certain qu'il n'y a rien à redire, puis il sait que ça ne durera pas très, très longtemps. Et il ne s'attend pas non plus à ce qu'on lui fasse une grande description de ce que son enfant fait en classe. Là. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Parfait. On est en contact. Je suis ouvert si jamais il se passe quoi que ce soit. Donc, c'est des parents qui passent très rapidement devant nous. OK. Type numéro 2, c'est le parent qui est découragé par les résultats de son enfant. Oui, nos parents qui sont découragés, c'est important de les accueillir avec beaucoup d'empathie, puis d'être toujours en recherche de solutions pour essayer de les épauler, parce que bien souvent, ça ne date pas d'hier non plus que leurs jeunes ont des difficultés
difficultés, puis vraiment se mettre en mode solution avec ce parent-là. Des fois, ça peut être aussi simple que de suggérer des façons d'organiser la routine de devoirs et leçons à la maison, ou encore de comment appuyer leurs jeunes dans ces apprentissages en allant chercher des ressources externes. Est-ce qu'il y a des résultats positifs là, qui peuvent se dégager de cette approche-là? Avez-vous vu ça au cours de votre carrière? Un parent qui arrive, qui est découragé, vous suggérez une solution, puis à la prochaine rencontre de parents, Eureka, ça a vraiment été positif. Ben, ce que je viens de vous nommer, entre autres, la routine de devoirs et leçons, moi, je suis au secondaire, au premier cycle du secondaire, puis bien souvent, les parents ont l'impression que leurs jeunes arrivent au secondaire et qu'ils sont, comme par magie, autonomes. Bien souvent, ils sont autonomes à la fin de la 6e année, mais là, au secondaire, il faut les recadrer, l'adolescence embarque. Donc, instaurer une routine de devoirs et leçons, de faire une supervision vigilante pendant qu'on prépare le souper, par exemple, ça a de très bons effets, je vous dirais, de façon générale. Bon, il y a des parents aussi qui sont fâchés. Parlons d'abord des parents qui arrivent un peu fâchés contre l'enseignant. Ils trouvent que si l'enfant a des difficultés à l'école, c'est d'abord la faute de l'enseignant. Oui, il y a des parents qui vont passer leur colère sur les enseignants ou encore qui vont passer leur colère sur leur enfant aussi. Ça arrive les deux. Lorsque c'est sur l'enseignant, bien souvent, ça vient du fait que le parent ne s'est pas senti informé. Il n'a pas vu venir à l'avance le fait qu'il y avait des difficultés scolaires ou des difficultés comportementales. Donc, de là, de notre côté, l'importance de communiquer de façon adéquate avec le parent pour que ça se soit su d'avance, pas qu'il y ait un trop plein de colère lorsque le parent reçoive le bulletin. Bon, puis quand c'est l'enfant qui est en cause, ça devient plus délicat là, pour l'enseignant. Oui, à ce moment-là, on devient un médiateur à ce moment-là pour essayer que, oui, le jeune prenne ce qui lui revient. Le jeune doit se mobiliser, avoir des bonnes techniques d'études, puis faire les efforts, parce qu'on a souvent des jeunes qui ne font pas les efforts, mais aussi de tempérer les parents, parce que des parents qui veulent tout couper, le sport, les sorties, les cellulaires, et qu'il n'y a plus rien, ça arrive aussi. Donc, on essaie de jouer les médiateurs à ce temps-là. Puis, est-ce que ça donne des résultats? Je vous dirais, ça dépend des parents et ça dépend des jeunes. OK. Il y a des parents qui arrivent très, très choqués, trop choqués pour avoir une conversation. Oui, ça arrive. On a des parents qui arrivent, qui sont hors d'eux, qui ont tendance à crier. Il y a d'ailleurs beaucoup d'écoles qui choisissent de faire les rencontres de parents, pas dans des locaux séparés, mais plutôt dans les gymnases, les cafétérias, pour éviter ces situations-là, puis que les enseignants se retrouvent seuls avec les parents. À ce moment-là, c'est vraiment important pour l'enseignant de se dégager puis de référer au supérieur, à la direction ou à la direction adjointe, parce que c'est pas le temps là, d'avoir des engueulades devant les autres parents non plus. Là. On se parle à tête reposée. Vous savez, Sylvain, il y a des parents aussi qui sont pas d'accord avec la façon dont l'école fait cette rencontre-là, parce que il y a des écoles où on dit « venez avec votre enfant », puis il y a des écoles où on dit « venez pas avec votre enfant ». Alors, quelle est la bonne façon de procéder? Je vous dirais qu'idéalement, ça dépend de l'enfant, mais de façon générale, je pense que d'avoir l'enfant avec nous en tant que parents, c'est positif. Que l'enfant l'entende au premier abord de bonne façon. Bien entendu, il faut que ce soit bien présenté de la part de l'enseignant. On est des professionnels, on est capable de le faire. Si les parents ne peuvent pas apporter des enfants pour une raison X ou Y, c'est correct. Mais moi, je pense que des jeunes doivent être en mesure d'entendre ce qu'on dit sur eux, on ne fait pas de cachette. Mais si le parent, par exemple, aimerait confier à l'enseignant que son jeune garçon ou sa jeune fille dort mal la nuit, qu'il est trop nerveux, parfois, ça peut être embarrassant de dire ça devant l'enfant. Oui, tout à fait. Puis à ce moment-là, je pense que c'est quand même important en tant que parent. On connaît nos jeunes. On est le premier spécialiste de notre enfant. Bien, on fait ce choix-là, puis on n'apporte pas notre enfant tout simplement. C'est notre choix à nous. Là. Souvent, c'est plutôt une suggestion qu'une obligation, mais je n'ai pas nécessairement la conscience de tout ce qui se fait dans toutes les écoles. OK, Sylvain, c'est pas mal commencé, là, où ça commence cette semaine dans plusieurs écoles. Il y a déjà des rencontres. Pour les profs, là, est-ce que c'est une période agréable de l'année? Bien, je vous dirais que tout le bout correction, bulletin et rencontre de parents est un bout qu'on n'apprécie pas nécessairement. On est bien content une fois que c'est fait, par exemple, pour repartir sur des nouvelles bases pour la deuxième étape. Bon, et dernier message, là, c'est que c'est important que les parents participent. Oui, tout à fait. C'est important qu'on travaille ensemble pour la réussite de tous nos jeunes. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Philippe. Bonne journée. À une prochaine. Sylvain Duclos est enseignant de mathématiques au secondaire. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin.
Le cégep Dawson a annoncé que ses portes seraient fermées demain. Pourquoi? Parce que les étudiants feront une grève de soutien à Gaza. La ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Pascale Derry, a réagi hier sur le réseau X. Madame Derry a écrit « Le climat dans certains cégeps devient de plus en plus toxique. La situation s'envenime et les incidents s'accumulent. Discours haineux des étudiants qui se font intimider et qui craignent pour leur sécurité. » La ministre est avec nous. Madame Derry, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Madame Derry, vous êtes inquiète de la tournure des événements dans nos cégeps. Ben écoutez, je vous dirais que le climat actuel dans certains campus, puis je dis certains campus parce que la grande majorité, on s'entend qu'il n'y a pas de problème et de problématique, mais dans certains campus, je dois vous avouer que c'est préoccupant. Il y a une accumulation d'incidents qui nous ont été rapportés au cours des dernières semaines. Il y a comme une escalade là, dont on est témoin. Et donc, je veux vérifier un peu qu'est-ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'on prépare un mandat d'enquête pour savoir vraiment ce qui se passe réellement dans certains cégeps où la situation est particulièrement préoccupante ces jours-ci. Bon, comment vous conduisez une enquête comme celle-là? Ben, écoutez, c'est l'enquêteur ou l'enquêtrice qui va vraiment prendre les choses en main. C'est à l'enquêteur, c'est à nous à rédiger le mandat d'enquête. Puis ensuite, c'est l'enquêteur qui va prendre les choses en main. J'imagine qu'il va aller faire le même travail qui se fait quand il y a des mandats d'enquête qui sont donnés. On en donne dans certains cégeps pour d'autres raisons. Il y a eu un mandat d'enquête pour d'autres cégeps sur la gouvernance de certains cégeps. Ça se fait régulièrement de donner des mandats d'enquête administratifs. Donc, dans ce cas-ci, pour moi, le climat actuellement n'est pas un climat sain. Il y a plusieurs dénonciations. Est-ce que toutes ces dénonciations sont fondées? Je ne le sais pas, mais il y a quand même une escalade. Il y a une recrudescence de ces dénonciations-là qui ont été faites tant auprès des cégeps en question que chez nous, au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, pour moi, c'est important de faire la lumière là-dessus. Pour moi, un environnement pour un étudiant, ça doit être sain, ça doit être sécuritaire. Chaque étudiant doit être en mesure d'aller étudier sur les bancs d'école. Pour moi, c'est non négociable. Donc, il y a un climat qui est tendu. Il faut essayer de revenir à un climat plus sain et plus sécuritaire. Et j'espère que le mandat d'enquête va servir à ça, nous dire comment mieux outiller la direction générale, comment mieux nous outiller à nous et savoir ce qui se passe réellement sur les campus en question. Madame Derry, je pense que tout le monde va être d'accord avec vous. Là, un climat plus sain, plus sécuritaire, tout le monde est pour ça. D'un autre côté, historiquement, on le sait, dans les institutions d'enseignement supérieur, cégep, université, la contestation, la prise de parole par les étudiants, ça a toujours été le cas. Ça fait partie un peu du processus quand on vieillit. Mais là, vous trouvez que dans certains cégeps, ça dépasse les bornes, si je vous comprends bien. Ben écoutez, c'est clair que la démocratie puis la liberté d'expression sur les campus est un principe fondamental. On ne remet pas du tout en question ce principe-là. Par contre, là maintenant, je vous donne des exemples. Il y a des dénonciations où des étudiants se font intimider parce qu'ils ne votent pas en faveur d'une grève ou en faveur d'une grève qui a été demandée par les assos étudiantes. Et des jeunes qui se font intimider dans les institutions, on les empêche d'aller à leurs cours et d'aller étudier. On annule de plus en plus de cours. On encourage des étudiants à aller manifester également. Tout ce type de comportement, je pense que ça dépasse un peu le processus démocratique, si vous voulez, d'une asso étudiante. C'est-à-dire, on n'est plus à l'intérieur des murs, là. On doit demeurer, l'établissement doit demeurer ouvert, l'établissement doit demeurer un endroit sain, sécuritaire, l'étudiant doit être capable d'aller étudier. On ne peut pas empêcher un étudiant d'aller étudier. Si l'étudiant veut faire la grève puis veut manifester, il va y aller. Mais si l'étudiant veut rentrer à ses cours et faire ses cours, il doit pouvoir y aller aussi. Là est l'enjeu. C'est pas se faire intimider par surcroît. Là. Mais ça a été un gros débat dans le passé. Vous vous souvenez du printemps érable? Il y a des étudiants qui voulaient aller étudier, d'autres disaient non. C'était pas tout le monde qui était d'accord non plus à ce moment-là. Écoutez, là, on est en train d'importer un conflit qui est très, 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 très loin de nous et c'est de plus en plus fréquent. C'est-à-dire en ce moment, depuis quelques mois, je vous dirais même depuis plus d'un an, il y a cette situation tendue où les deux communautés juives et musulmanes sont très présentes dans certains de ces campus. Et je pense que c'est important qu'on n'importe pas ces conflits-là. On n'est pas du tout dans le même registre de manifestations qu'on a eu par le passé, que ce soit sur les changements climatiques, que ce soit sur la rémunération des stages ou enfin bref, sur tout ce dont on a pu être témoin au cours des dernières années. Là, vraiment, on dépasse un peu les limites de tout ça. Et à l'intérieur d'établissements, ça crée un climat toxique, ça crée un climat
qui n'est pas sécuritaire. Il y a des étudiants qui souhaitent changer de cégep. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette situation-là. Il y a un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Vous avez sûrement vu cet article dans les médias de Québécois, dans le Journal de Québec. Il y a des cégepiens qui se posent de plus en plus à la lecture d'œuvres féministes ou de romans qui traitent des pensionnats autochtones, de consentement ou d'esclavage parce que ces romans-là peuvent les heurter. Et là, il y a des professeurs qui s'auto-censurent, qui disent « Si un livre qui a un sujet trop compliqué, je le donnerai pas à mes étudiants, mes étudiantes, parce que je vais peut-être être l'objet d'une plainte. » Ça aussi, c'est un problème à l'heure actuelle. C'est clair que c'est préoccupant. J'ai lu le même article que vous ce matin, et des étudiants qui refusent d'étudier des œuvres là, qui traitent, que ce soit des horreurs de la guerre ou d'abus sexuels, ou on parlait du livre Coucoum de Michel Jean. Honnêtement, ce sont des enjeux importants dont on doit traiter dans le réseau collégial. Alors, la censure n'a pas et n'aura jamais sa place dans les établissements. J'invite, comme je le disais ce matin à d'autres médias, j'invite vraiment les enseignants qui ont des cas à dénoncer, à le faire, à le dénoncer. Ils ont les leviers nécessaires actuellement. Dans les conventions collectives, M. Quentin, qui ont été signées en 2022, la loi sur la liberté académique, en fait, est protégée par les conventions collectives. Donc, s'il y a des cas qu'il faut dénoncer, moi, je ne veux pas que les enseignants s'autocensurent. Il n'en est pas question d'en arriver là. Je préfère le débat. On a toujours dit qu'on privilégiait le débat, surtout dans les institutions d'enseignement supérieur. Il n'en est pas question d'avoir de censure. Donc, j'invite vraiment les enseignants à se servir de ces leviers-là, à tester vraiment les limites de ces leviers-là pour être capable d'être protégé en fonction de la liberté académique. Elle est protégée dans les conventions collectives, donc je vois pas pourquoi on l'utiliserait pas, ce levier-là. Oui, mais on sait que parfois ça peut être difficile. Hein? Il y a eu des cas dans le passé, vous savez aussi bien que moi, il y a des professeurs pour qui ça n'a pas été facile. Puis là, il y en a qui vont dire « Hey, est-ce que j'ai le goût de tout vivre ça? » C'est sûr qu'il y a des situations qui sont plus difficiles que d'autres à dénoncer. Je comprends que certains craignent un peu, mais honnêtement, les leviers sont là, puis on les appelle à le faire. D'ailleurs, il y a certaines directions de cégep qui ont endossé, qui ont appuyé les enseignants et certains enseignants. Donc, faut pas avoir peur. Ils ont tous les pouvoirs de le faire. Puis moi, je les invite à le faire. Ça veut dire que si on a des étudiants qui souhaitent pas parler des horreurs de la guerre ou d'abus sexuels ou de suicide, le professeur n'a qu'à leur dire, regardez, ça fait partie du cursus, ça doit être traité dans le réseau, puis avoir le courage de traiter de ces enjeux-là. Mais je comprends que ce soit une préoccupation, mais pour l'instant, il y a des leviers. On a rencontré il y a quelques jours les syndicats. Mon cabinet a rencontré les syndicats qui se sont manifestés aujourd'hui dans les journaux. On les a rencontrés autour du 4 novembre dernier. Et de leur propre aveu, oui, il y a des cas à dénoncer, mais ils ne le font pas en vertu des conventions collectives. Moi, je les encourage fortement à le faire en vertu des conventions collectives parce qu'ils sont protégés. Donc, à mon avis, il faut utiliser ces leviers, puis il faut tester justement ces clauses-là qui sont actuellement dans les conventions. Bon, vous allez continuer de suivre ça, j'en suis convaincu. Absolument, M. Quentin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. À une prochaine. Pascal Derry est ministre de l'Enseignement supérieur.